Fais à manger pour toi, mon cœur, je me débrouillerai. Présentation diaporama, donc c'est cool. Bon. Donc on va pouvoir couper nos micros, on peut même couper nos caméras parce qu'il n'y a aucun intérêt à garder nos caméras. On pourra les réactiver à la fin si on a besoin d'échanger avec Ouais, eux. par contre, coupez pas les micros si vous avez besoin de parler peut-être. On peut, à condition d'être Occasionnellement. discret, parce que sinon ça va te faire plein de bruits de fond qui vont être gênants D'accord. pendant ta présentation. Nous, si on a des questions à poser, il suffit de réactiver notre micro, on peut très rapidement venir te poser une question. D'accord. Ok, D'accord. bah, je vais essayer de pas partir trop vite. Ok. Bonjour Fred. C'est enregistré, Bonjour à là, tous. ça convient à tout le monde que ce soit enregistré. La dernière fois, vous vous rappelez, on avait parlé des herbiers principalement. On avait vu les fonds meubles et on avait vu les prairies, si je me souviens bien. C'est bien ça, hein? Bon, d'accord. Sans les micros coupés, ça va être difficile. Bon, vous m'arrêtez s'il y a besoin. Bon, on peut Donc revenir aujourd'hui, on rapidement va dessus voir si tu veux, non? Comme tu veux. comment? Sinon, tu peux revenir rapidement dessus, juste survoler. Non, mais on Non. avait vu la dernière fois les fonds meubles, on Hmm. avait vu les prairies que nous avait présenté Caroline et on Oui. avait vu les herbiers de Posidonie, je crois. Aujourd'hui, on va voir les récifs, donc les récifs coralliens et tout ce qui est récifs de nos côtes, les tombants, les secs, les éboulis rocheux. D'accord. Et on va voir aussi les grottes et surplombs. Tout ce qui est étage circa littoral, c'est-à-dire beaucoup plus profond, on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui. Peut-être un troisième cours si vous avez, ou alors vous direz avec comment il s'appelle avec Dominique en Corse pour aller voir le coralligène. Si on y va. Ça c'est sûr que maintenant. Sinon vous m'entendez tous bien ou pas? Oui, très bien. Claire, Claire Très et clair. fort. Ok, on y va. Parfait. Donc, les récifs. Donc, je vous ai montré ici un certain nombre de récifs qui sont de chez nous et on va parler plutôt des récifs coralliens. Tout le monde entend parler des récifs coralliens et je vais vous expliquer pourquoi on en parle parce qu'on en a pas mal. Alors, est-ce que vous savez que les récifs coralliens, qu'est-ce que ça vous évoque, les récifs coralliens? Quand on regarde ici la répartition des coraux, on voit que c'est quasiment sur les tropiques, c'est-à-dire entre tropique du Capricorne et tropique du Cancer. Ça veut dire que ce sont des constructions, comme tout le monde le sait, biogéniques, c'est-à-dire que les coraux sont construits par des organismes qu'on appelle les coraux. Hein, Dominique, tu connais toi aussi un habitat qui est biogénique, le coralligène. Il y a un autre habitat qui est biogénique qui s'appelle les récifs coralliens. Donc, comme vous voyez, les récifs coralliens, en gros, c'est au niveau d'équateur. Ça veut dire que ce sont des constructions qui ont besoin d'eau chaude. Il y a quelques coraux qui vont être un petit peu éloignés de cette zone-là. Ça veut dire que ça va être des coraux, des récifs coralliens qui sont dans des zones baignées par des courants chauds. Le corail et les récifs coralliens ne supportent pas l'eau froide. En gros, les récifs coralliens se limitent donc à la région intertropicale car ils ont besoin d'une température d'eau supérieure à 20 degrés en hiver. Alors, ils ont fait des études. Dans certains coins, certains coraux, au bout de 15 jours à 18 degrés, ils meurent. Et sur certains coraux, 15 degrés, il faut une journée pour qu'ils meurent. Donc, ce sont vraiment des récifs coralliens ont besoin d'une eau chaude. Et on verra tout à l'heure qu'ils n'ont pas besoin d'une eau très très chaude. OK? Donc on a dit que c'était des constructions biogéniques et les coraux sont les principaux constructeurs de ces récifs. La particularité aussi des récifs coralliens, c'est qu'une très très grande diversité de poissons qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et entre 1000 à 2500 espèces. Pourquoi je dis entre 1000 à 2500?
parce que plus on va du côté de l'Indo-Pacifique, on se rapproche des 2500 espèces, et si on va dans la zone au niveau des Caraïbes, ça va être plutôt à 1000, et si on va au niveau d'Hawaï, ça va être un petit peu encore moins. Et on est plutôt sur une population de 25 000 ou de 2500, Frédéric? Pardon, 2500 espèces. Non, ah oui, il y a un zéro de trop, excusez-moi. Oui. 2500 espèces de poissons dans les récifs coralliens dans la zone Indo-Pacifique. Merci. Et dans les autres zones, par exemple Caraïbes, ça va être plus proche de 1000 espèces de poissons. Donc par rapport à ce qu'on peut voir chez nous ou dans les autres milieux, donc il y a vraiment une très très grande diversité de poissons qu'on retrouve pas ailleurs. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Alors, les récifs coralliens, principalement, il y a des coraux mous et des coraux, les coraux durs, mais j'ai encore merdé. Hein. Non. Donc, Bon. les coraux se développent dans des eaux transparentes à moins de 30 mètres de profondeur. Il existe des coraux plus profonds, mais c'est pas la grande majorité. Et par contre, ce qu'il faut savoir, et ce qui est très très marrant, c'est que la forme des coraux est déterminée par la lumière disponible et par l'hydrodynamisme. On va voir ça tout à l'heure. Donc en haut, je vous ai montré quelques formes de coraux. Au milieu, il y a les corails en boule ou en forme de masse. Il y a les coraux, vous voyez la souris ou pas? Oui, 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 on voit le curseur bouger. Voilà, c'est ici, c'est plutôt en forme de quoi, à votre avis? De table? De table. Oui, de table, tout à fait. Ici, plutôt forme Épineux? épineux, arborescente, Arbuste, comme vous ouais. voulez. Et celui-là, là, ce qu'ils appellent feuillacé, plutôt en forme de feuille. Ce qu'on appelle le corail saladé, tout ça. Eh bien, ces coraux-là, s'ils ont ces formes-là, c'est vraiment pas par hasard. À votre avis, est-ce que ça va résister au courant et aux vagues? Non. Ah si, Pardon? justement, ça doit bien résister. Non, Ah, celui ça qui peut va traverser résister, les c'est vagues. celui-là, Dominique. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. C'est les formes de boule. Et pourtant, les Donc, gorgones, c'est quand même en forme arborescente. Ouais, mais c'est plus fragile, si tu veux. Ouais. C'est D'accord. plus cassant. C'est vrai. C'est vrai. Mm. Surtout avec Donc, les si palmes. vous voyez, ces formes-là, on va les retrouver plus près de la surface. Et alors, pourquoi celui-là, par exemple, a une forme de boule et celui-là a une forme de table? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Il s'étale pour chercher la lumière? Exactement. Alors que quand tu es dans une boule, tu es très près de la surface, tu t'en fous de ta forme parce que à la limite, la lumière, elle vient de partout. Alors que celui-là, qui est plus profond, si tu veux, pour avoir de la lumière, il va s'étaler et il va s'orienter vers la lumière. Donc, il faut bien comprendre que les coraux, la forme de boule, la forme de masse, ça va être à la limite plus près de la surface et au fur et à mesure, on va avoir des formes différentes. Les coraux mous que vous voyez ici, à votre avis, est-ce qu'on va les voir dans les zones très éclairées ou dans les zones à la limite moins éclairées? Moins éclairé? Tu dis ça au hasard ou pas? Non, non, non. Tout à fait, on va les trouver dans les zones moins éclairées. Ok? Est-ce que ici je vous ai perdu ou pas? Non, c'est bien. Non. Ok, c'est ok. Bon, Pourquoi on très les bien. retrouve dans les zones moins éclairées? Pardon? Pourquoi on les retrouve dans les zones moins éclairées? Parce qu'ils ne sont pas en compétition par rapport à d'autres animaux. D'accord. Les coraux, il faut voir qui a plongé dans les récifs coralliens ici? Il y en a ou personne? Oui. Ouais, moi. Oui. Oui, Vous oui. voyez qu'il y a vraiment un enchevêtrement entre les coraux. Donc on va revoir ça tout à l'heure. Il y a une compétition spatiale entre les coraux et il y a une compétition spatiale qui se fait sous la forme d'une guerre chimique. C'est-à-dire que les coraux, des fois, se combattent les uns avec les autres pour avoir de la place. Si tu es un corail mou comme ça et toi, tu as besoin d'un peu moins de lumière que les autres parce que tu as des tentacules qui vont te permettre de capturer un petit peu, tu te mets comme des gorgones perpendiculaires au courant, à la limite, tu as besoin moins de lumière. Tu rentres donc moins en compétition spatiale par rapport aux coraux qui ont besoin de lumière. D'accord. C'est satisfaisant comme réponse ou pas? Bon, très bien. Oui, très bien. Ok.
Alors, vous vous rappelez qu'on avait dit la dernière fois que un substrat, c'était, enfin non, un habitat, c'était à la fois un substrat. Donc le substrat, pour nous, c'est les récifs coralliens ici, là, donc le corail. On avait dit qu'il y avait des paramètres abiotiques, donc qui ne dépendaient pas du vivant. Vous êtes d'accord? Oui. Et il y avait des paramètres biotiques qui étaient les interactions entre les habitants. Ok, là, on va parler un petit peu des paramètres abiotiques. Alors, la salinité, alors ils ont besoin, les récifs coralliens ont besoin d'une concentration saline stable. C'est-à-dire qu'ils sont très sensibles aux fortes pluies, et ça veut dire qu'on ne retrouvera pas près d'embouchure des grands fleuves. Parce que près d'embouchure des grands fleuves, forcément l'eau est moins salée, et en plus avec ce que charrient les fleuves, il y a beaucoup moins de lumière, donc on ne trouvera absolument pas des coraux près des grands fleuves. Et ça veut dire que dans les endroits où il peut y avoir des fortes pluies, on peut trouver, à la limite, des coraux, on en trouvera peut-être moins dans la première zone d'eau, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être plus bas, parce que la couche, l'eau douce se mélange pas avec l'eau salée, et ça veut dire que derrière, en dessous, dès qu'on est un peu plus profond, on a moins l'eau salée, et c'est ce qui fait qu'on trouvera peut-être moins de coraux en surface qu'au fond. Donc, fort besoin de lumière, on l'a vu. Donc, c'est pour ça que les coraux se développent dans les eaux transparentes à moins de 30 mètres. Peu de coraux dans la zone des marais aussi, parce que, à part certaines espèces de coraux, ils supportent très très peu l'assèchement. Alors, j'ai eu dans la littérature que certains coraux pouvaient résister en mettant une espèce de mucus, ou certains coraux qui avaient une forme un petit peu arborescence, par capillarité, ils étaient capables de récupérer un peu d'eau. Alors, l'hydrodynamisme, ça c'est très important. Certaines formes, les massues permettent de résister aux vagues, alors que les formes plutôt arborescentes, comme on a vu, eux sont beaucoup plus sensibles. C'est pour ça que, par exemple, on va trouver certains récifs, coraux qu'on a vus, par exemple, comme étables que vous avez vu tout à l'heure. Il existe ce même coraux, ce qu'on appelle les acroporas, existe quasiment sous les trois formes. Ils existent sous forme tabulaire, comme on a vu. Ils existent sous forme arborescente, ce qu'on appelle les corails de cerf, les cornes de cerf, et existent aussi sous forme de boule. Donc, c'est-à-dire que c'est la même, à la limite, famille des acropores qui peuvent exister sous trois formes en fonction d'hydrodynamisme. Et c'est des espèces différentes ou ça peut être la même espèce qui prend des formes différentes? Alors ça, j'en sais pas trop. C'est la même famille. Et les acroporas, tu sais, c'est la fameuse table qu'on a vue tout à l'heure, là. Ils peuvent avoir les trois formes. D'accord. Mais je suis pas sûr que ce soit exactement la même espèce. Parce que là-dedans, dans les acroporas, tu as toute une famille. Et que c'est à l'œil nu, si tu veux, c'est pas facile on n'arrive pas à les distinguer. C'est ça qui est bizarre, hein. Donc, c'est-à-dire que quand vous plongerez dans les mers chaudes maintenant, il faudra se poser la question, est-ce que je suis dans une zone abritée? Est-ce que je suis dans une zone moins abritée? Par exemple, à l'intérieur du lagon, ça peut être une zone abritée parce qu'il n'y a pas de vagues. Par contre, à l'intérieur du lagon, il y a d'autres contraintes, par exemple, qui est le sable qui peut arriver, quoi. La température, on en a déjà parlé. Ils sont très très sensibles à une variation de température, surtout dans les basses températures. Et maintenant, on sait avec le réchauffement climatique, ils sont sensibles aussi à l'augmentation de la température. Ils sont Donc vous sensibles. voyez, c'est-à-dire que les récifs coralliens, il ne peut pas en avoir partout en fonction de la température, de la luminosité, de la salinité. La turbiditude, tu en parlais tout à Oui, l'heure, c'est vrai qu'ils peuvent très facilement être étouffés oui, tout à fait. par des particules qui seraient trop présentes Oui. et qui pourraient se déposer sur eux et puis provoquer effectivement leur étouffement, tout simplement. Tout à fait. Et c'est pour ça que, par exemple, à l'intérieur des lagons, tu as très très peu de corail, à part certaines zones, parce que l'intérieur du lagon, tu as beaucoup de sable et tout.
Et donc ce sable, il est secoué par les marées et courants, quand le lagon se remplit, il se vide, bah, ils peuvent être étouffés, tu as raison. Même si avec leur fameux mucus, ils arrivent à se faire une petite protection, c'est pas toujours suffisant. Non, c'est pas toujours suffisant. Donc là, je reste dans les généralités, hein, parce que c'est toi qui avais fait un cours super sur les récifs coralliens, non? Non, pas du tout. Ah, j'ai des bêtises. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques petites photos. Donc là, on voit que c'est assez profond parce que regardez, là, c'est vraiment des espèces de coraux mous. Alors, les paramètres biotiques. Donc on en a parlé un petit peu. Il y a des fortes compétitions spatiales entre les coraux, vraiment des guerres chimiques, hein. Et là, ils se font pas de cadeaux. Ça peut aller jusqu'à la mort de celui qui est malheureusement qui a perdu. Des compétitions entre les poissons herbivores et carnivores. Alors ça, c'est sûr que, étant donné la profusion de poissons qu'il y a dans les récifs coralliens, on peut vraiment voir les interactions entre les poissons, plus que chez nous, où on n'en voit pas beaucoup, hein. Ou on en voit moins, si vous préférez. De nombreux exemples de mutualisme, vous en connaissez quelques-uns, je vous écoute. Les poissons perroquets qui broutent les coraux pour entretenir, entre guillemets, la prairie des coraux, quoi. Ouais, je pensais pas à ça. Bon. Chose qu'on rien. peut voir aussi, non, si tu veux mutualisme, par exemple, ça va être le poisson clown et son anémone, toi. Ah oui. Toi, c'est plutôt ça. Mutualisme, si tu veux, c'est La crevette avec la crevette avec pareil anémone. Ça va être les algues microscopiques et qui sont en symbiose avec les coraux parce que les algues apportent du sucre et des protéines aux coraux et nourrissent ces coraux. Ça va être plutôt ça. Les stations de nettoyage, ça, on en voit beaucoup dans ces pays-là, on en voit un peu moins chez nous. Donc, 3 exemples, hein, parmi d'autres. Donc, le poisson clown à droite. En bas, vous voyez assez bien ou c'est pas trop top? C'est bien. Bon, vous voyez, là, le poisson, c'est une station de nettoyage et le petit poisson, il est en train de se faire nettoyer un petit peu sa bouche. Et à gauche, qu'est-ce que c'est comme exemple? L'anémone du Bernard l'Ermite. Voilà, c'est l'anémone du Bernard Hermite. Et si vous voyez bien, il y en a 3 sur le dos. Du commensalisme, c'est ça? Voilà. Donc, ils vivent ensemble sur la même table, ils mangent la même chose, mais il n'y a pas vraiment de symbiose. Ils peuvent vivre l'un sans l'autre. Alors, qui me parlait des poissons perroquets tout à l'heure? C'est moi. Alors, le poisson perroquet est très très particulier, le poisson perroquet, parce que c'est un poisson qui, vous savez, qui broute le corail. Et d'ailleurs, on peut l'entendre, hein. Pour ceux qui ont plongé sans cagoule là-bas, on entend vraiment le craquement du poisson perroquet. Et ils ont calculé qu'un banc de poissons perroquets sur un récif, en une année, c'était à peu près il était capable de produire 1 tonne de sable blanc. Vous voyez, quand le perroquet mange, en fin de compte, il mange pas le corail, lui. Ce qu'il y a, c'est qu'il se nourrit des algues microscopiques qui sont dans les coraux. Il se nourrit pas des polypes du corail. Ici, il se nourrit des polypes, si tu veux, parce qu'il mange les algues microscopiques. Mais si tu veux, lui, il se nourrit des algues principalement. Donc, il broute le corail, il récupère toutes les algues qui sont là-dedans et il rejette derrière du sable. Et ils ont calculé qu'un banc de perroquets, c'était à peu près 1 tonne de sable par an. Donc ça broute un petit peu ces petits bestioles-là. OK? Des questions là-dessus ou pas? Donc je parle de compétition entre les poissons herbivores et carnivores, c'est un petit peu comme chez nous, hein. Mais là-bas, dans ces récifs coralliens, c'est exacerbé parce qu'il y a énormément de poissons qui sont herbivores, qui sont mangés par des carnivores, des petits carnivores, des moyens carnivores. En haut d'échelle, il y a le mérou et en supra-échelle, il y a le barracuda et le requin, quoi. Et entre les deux, il y a des fortes compétitions. Des compétitions
pour la nourriture, mais des compétitions aussi, à votre avis, pourquoi? La reproduction. La reproduction, tout à fait, et la protection. C'est-à-dire trouver un endroit pour dormir pour ne pas se faire becter la nuit. OK? Oui. Donc là, Ok. vous avez des exemples de coraux, hein, avec plusieurs formes. Donc là, c'est des formes massues, ici, un petit peu. Là, une autre forme, ici. Et là, plutôt des formes un petit peu en arbuste. Mais regardez, là, c'est quand même pas beaucoup, pas très arborescent, parce que c'est une zone encore où il y a du courant. OK, donc là, on retrouve notre table de tout à l'heure. Regardez celle-ci, on voit vraiment une table, mais celle-ci, regardez, qui est la même espèce, elle pousse en hauteur, parce qu'elle, elle doit avoir du soleil. Et lui, qui est sur le côté, le pauvre, il n'y a pas le choix, il est obligé de se transformer quelque part en table pour avoir de la lumière, parce que les deux autres doivent lui masquer un petit peu la lumière. Vous me suivez toujours ou pas? Oui. Oui, oui, pas de souci. OK. Ouais, ouais. Alors là, je vais vous présenter quelques formes de coraux. Donc ça, à votre avis, c'est quoi? Trop beau. Trop beau. Un corail mou. Corail-mou. Un corail Un mou, donc alcyon. un alcyon, ici. Hein. Donc là, les alcyons, vous les cherchez dans les endroits où il n'y a pas de lumière. Ça va être un petit peu des fois dans les failles, des trucs comme ça. Parfois, dans les endroits plus profonds, on en voit plus en abondance. Donc deux autres formes ici, de corail d'alcyon. Donc les poissons, donc ça on en voit. Je vous ai mis une petite galerie un petit peu. Encore un corail mou aussi, celui-là. Et celui-là, il est très très particulier parce que quand il s'est recroquevillé, il est vraiment sous forme d'une boule. Et derrière, il y a aussi un alcyon. OK. Autre forme de corail mou. Alors, c'est quoi ça? Mérou. Bien, Dominique. Alors ça, parce que la dernière fois, on n'en avait pas trop bien vu, vous n'aviez pas bien vu. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? Comatule. Voilà, c'est une comatule. Comatule, la particularité, est-ce que vous savez la particularité des comatule dans les mers chaudes, plus que chez nous? C'est qu'on n'en voit pas tellement au jour, on en voit surtout en plongée de nuit, ou très tôt le matin, ou à la limite à pénombre le soir, ou dans des endroits très très sombres. Les plongées de nuit en Égypte, c'est extraordinaire. Bah, moi, je ferais que ça, personnellement. Moi, je ferais que ça aussi. Voilà, Et donc c'est là, magnifique. Hein. pardon? C'est magnifique, elles sont belles. Hein. Ouais, elles sont très très belles. Ça, c'est quoi? Gorgonocéphale. Vous connaissez ou pas? Oui, Vous avez tous vu ou pas? Plongée de Donc, nuit en Égypte aussi. c'est de nuit. voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un animal qui de la famille donc des échinodermes, donc des oursins, étoiles de mer et tout ça, qui a Ouais. particularité pareil le jour il est planqué complètement, il se recroqueville sous forme de pelote, et la nuit, ben, il remonte tout en haut et il étale ses bras. Et par contre, c'est pas facile à photographier parce que tu fous un coup de flash là-dedans, il y a tendance à se replier. Bon, c'est pas facile. Bon. Et alors, c'est gros comment? Ça peut être C'est grand. en termes de diamètre, si tu veux, de périmètre, ça doit bien faire certains. Moi, j'en ai vu qui faisaient 1 mètre, 1,20 m. Hein. Ouais. Mais toi, regarde, ici, toi, j'ai dû donner un coup de flash, toi, il commence à se dérouler, il s'enroule complètement et ça fait une pelote. OK, donc ça, un poisson aussi, celui-là qui chasse à l'affût, ce qu'on appelle le poisson crocodile. Donc ici, Poisson lime. le poisson lime ici, exactement. Et là, ici, un autre type de corail, corail dur. C'est pas du corail cerveau, celui-là. Hein. Donc un poisson clown, on va passer à évidemment. Bon, ça, papillon. Ah oui, papillon. Une autre comatule. Alors là, il y a pas mal de choses ici. Hein. Donc là, c'est à l'époque, ils appelaient ça une grande gorgone, ça a changé de nom. Je sais plus le nom, si tu as le nom Dominique ou Valérie, je me souviens plus. Ça, c'est vraiment perpendiculaire au courant. Et ça, pour ceux qui ne savent pas, Ça fait mal.
Ça, Ah, c'est ce qu'on c'est un- appelle c'est le un- corail de feu. Il y a ça plusieurs pique, formes de corail de feu, ouais. Là, c'est ça une forme un brûle. petit peu arborescence. Donc, ça veut dire que c'est une zone, il doit y avoir un peu moins de vagues et tout ça, donc c'est un peu plus profond. Et alors ça, honnêtement, ça pique. Alors ça, ce n'est pas un corail. Vous vous rappelez les cours sur les cnidaires ou pas? Mm. Pas du tout? Si. Si. Un peu. Ça, c'est un hydrozoaire. C'est-à-dire que c'est la même famille que, la même branche que les méduses et tout ça. Non, pardon, que les hydraires, Les pardon. hydraires. Les hydraires. Ah, ouais. Donc ce n'est pas, c'est en proprement parler, ce n'est pas du corail. Et si vous voyez ici, là, ici, il doit y avoir des anémones aussi. Des anémones ici. Ok, donc ça, c'est pas moi qui ai fait, c'était pour un concours photo. Hein. Donc ici, des éponges aussi. Donc les éponges, pareil, elles sont en compétition aussi avec les coraux. C'est pour ça on les verra dans les endroits où il y a moins d'ombre et elles sont moins, elles s'accommodent plus à l'ombre que vraiment les coraux qu'on a vus avant. Alors ça, Poisson coffre. poisson coffre, tout à fait. Alors ça, Ah. c'est un poisson coffre juvénile. Alors ça, celui-là, si tu veux, c'est un mâle. Apparemment, le mâle il est moins jaune que la femelle. Et ça, c'est un juvénile. Ok. Est-ce que ça vous va sur les coraux et vous avez d'autres questions? Non. Non, non, non. Non, Ça vous donne à peu près un spectre à peu près? Bon, je ne voulais pas mettre trop de photos parce que sinon, on allait se perdre. Maintenant, on va voir un petit peu l'étage toujours infralittoral. Donc, vous vous rappelez, est-ce que c'est l'infralittoral ou pas? Ouais, c'est en dessous de la zone des marais, quoi. Bien. Qui c'est qui m'a dit ça? Caroline? Caroline. Bien, Caroline. Ça semble Tu bien, ça. l'auras à ton niveau, Caro. Donc là, vous voyez par rapport au cours de Caroline, là, donc on est dans la zone des laminaires, hein, un petit peu en dessous de la zone des laminaires. Ici, là, on commence à quitter la zone de laminaire qui est un petit peu au-dessus. Et ici, on est beaucoup plus bas. D'accord? Alors, les récifs rocheux, chez nous, on a en gros 4 types d'habitats. On a les tombants, les secs, les failles et les éboulis. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tombant? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un sec et la différence en limite entre un sec et un tombant? Si vous ne savez pas, vous avez le droit de dire je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'un tombant, c'est un mur et un sec, c'est un pic? Presque. Un tombant, tu as Ouais. raison, c'est une falaise immergée, donc si tu veux, c'est un mur. Donc un tombant est orienté. Il va être orienté nord-sud, par exemple, il va être orienté est-ouest, toi, il va être orienté. Un sec, si tu veux, c'est plutôt une pierre qui remonte de très très bas, par exemple de moins 30 mètres, quasiment jusqu'à peut-être la surface. Hein. Par exemple, la Catine, ça dit quelque chose, Valérie? Oui. Là, Hein? La Cathy. la Cathy. Cathy, bah, Pardon, j'ai dit quoi? la Cathy, La catine, je crois. ça dépend Ah bon. comment. La Cathy, bon, la Ouais, Cathy, faut quand pas tu tromper, vois, Cathy. la Cathy, c'est une pierre qui est au large, qui remonte quasiment jusqu'à la surface, mais si tu veux, toutes les parois sont verticales. Mhm. On peut faire le tour, quoi. On peut faire le tour. Ouais, mais la grande différence avec un tombant, ça va être quoi? Enfin, le tombant, on ne peut pas faire le tour. Il n'y a qu'une seule orientation, alors que le sec, il y a un côté, puis il y a l'autre côté. Et ouais, ça veut dire qu'un sec, tu vas avoir les 4 orientations, nord, sud, est et ouest. On peut Et ça, faire le tour. ouais, mais sur ça, c'est fondamental par rapport à la lumière. Donc, c'est fondamental par rapport à ce que tu pourras voir. Par exemple, un tombant orienté plein sud en Méditerranée, tu verras pas grand-chose. Il va être couvert d'algues et tout ça, des algues, des petites algues, tu vois, des trucs, espèce de toundra. Alors que même tombant, à la limite un petit peu plus loin, qui est orienté plein nord, lui, il sera couvert d'anémones et autres parce que tu n'auras pas du bière. Mhm. C'est vraiment ça la différence entre un sec et un tombant. En gros, donc, Sur la oui. Cathy, pour reprendre ce que tu dis, on peut faire plusieurs plongées très différentes. Suivant que tu es plein nord ou suivant que tu es plein sud. Absolument.
Et c'est pour ça que maintenant, quand quelqu'un vous dira c'est un sec ou machin, à la limite, un bio, il va aller plein nord. Il ira pas le côté sud. Mhm. Parce que côté sud, bah, à la limite, c'est là qu'on va avoir le plus de végétaux. Alors, c'est encore plus marqué en Méditerranée. En Méditerranée, ça va être beaucoup plus marqué, alors que chez nous, bon, les végétaux s'arrêtent quand même assez vite parce qu'il y a moins de lumière, on est bien d'accord. Mais c'est des grandes généralités. Les failles, c'est des trous qui s'ouvrent dans un tombant. Mhm. Les éboulis, c'est les pierres qu'on peut trouver en bas d'un tombant, qui ont aussi des formes très très particulières au niveau vie. On attaque? Mhm. Allez. Mhm. On y va. Alors, les tombants et les secs. Donc là, vous voyez, Sec. elle est belle la photo, hein. Mhm. Oh là. Hein, on n'a pas souvent ça, cette visibilité chez nous, hein. Bon, bref. Ok. Alors, les caractéristiques, donc ce sont des surfaces verticales, tu l'as dit tout à l'heure, des murs ou des blocs rocheux pentus qui offrent autant d'abris de surplomb et d'anfractuosité pour de nombreux organismes qui vivent cachés ou d'ombre. Donc les tombants, on l'a dit tout à l'heure, une seule façade, et secs, 4 expositions, nord, sud, est, ouest. Ok? Mhm. À votre avis, un tombant, qu'est-ce qu'on va avoir? En haut du tombant. En haut du tombant, on va avoir quoi? On va avoir, en gros, Milieu. et ceux qui chassent un petit peu au-dessus. Alors, par rapport au cours que vous avez vu, Caroline, par exemple, s'il y a un tombant et au-dessus, il y a des laminaires, donc là, on est bien en dessous des laminaires, on est bien d'accord, hein? Mm. Hein, autour du tombant, autour du sec, en règle générale, on va voir des barres, on va voir des carnassiers qui chassent. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Caroline? Ouais. Oui, oui, oui. Bon. Ok. Dans les tombants, on va voir aussi quoi? Les coquettes ou les Des vieilles. coquettes. On va voir quoi aussi? Ah, des hydraires. Ouais. Tu crois que c'est Comment des ça s'appelle? hydraires, ça, ou pas? Ah mince, comment ça s'appelle celle-là? Le bugule masqué. Oui, c'est ça, le pugile. Donc, des bryozoaires. Ah oui, les bryozoaires, merde, ouais. Donc, comme l'a dit Caroline la dernière fois, dans les prairies, en haut des prairies, on a les laminaires. En dessous des prairies, on a tout ce qui est algues rouges. Et à la limite où les algues rouges commencent à disparaître, sur les tombants, un peu dans les failles du tombant, on va avoir énormément de bryozoaires. Et là, il faut vraiment les observer parce que dans les bryozoaires, pourquoi ils sont intéressants à observer? Parce que dans les bryozoaires, Il y on a va des jolies petites choses. des jolies petites nudibranches qui mangent des petits bryozoaires. Voilà. Alors, une question tout bête, par exemple. Est-ce que les roses de mer, on en voit souvent sur les tombants? Est-ce qu'ils sont plus bas dans les éboulis ou on en voit fréquemment sur les tombants? Sur les éboulis, moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. C'est-à-dire que les roses de mer, qui est aussi un gros bryozoaire, le plus gros qu'on a chez nous, on le voit en bas, on ne le voit pas au milieu du tombant. Mm. Ok? Mhm. Donc là, je vous ai mis la même, mais vous voyez la petite bébête ou pas? Ah oui, le nid des branches. Voilà. Lui en train de casser la croûte. Mhm. Ok? Alors, tout en haut du tombant, là, là, on est vraiment en haut du tombant. Il peut avoir encore des algues rouges. Après, elles vont s'estomper, hein. On va avoir trouvé beaucoup aussi dans ces coins-là. Une éponge. Des éponges. Voilà, éponges orange de mer. Les oranges de mer, on va les trouver principalement sur les tombants. On n'en trouve pas en bas. Sur les éboulis, on n'en trouve pas énormément. On en trouve beaucoup quand même sur les tombants et en haut du tombant aussi. Ok? On va trouver Des anémones anémones marguerites. des anémones marguerites. Là, Des on est un alcyons. petit peu plus bas. Au niveau des tombants, on va retrouver plein. Alcyons. Merci Dominique. Alors, un alcyon, rappelez-vous, c'est un cnidaire, hein, en forme là, en forme un petit peu de massue. Et regardez, derrière, l'espèce de petit duvet qu'il y a tout autour, ce sont Les polypes. Petits les polypes. polypes. Et les polypes, si vous comptez bien, même moi, j'arrive pas à compter d'ailleurs, il y a 8, c'est-à-dire que c'est un Octo. Octocorallia. octocorallaire, donc la famille
des anémones qui ne vivent qu'en colonie, comme les gorgones, comme les alcyons, voilà, et corail rouge en gros. Alors, dans les tombants, alors là, c'est sûr que dans les tombants où il y a plein de courants, c'est là qu'on va retrouver aussi nos fameuses gorgones. Est-ce qu'on en retrouve un peu plus bas du tombant aussi, des fois? Ou c'est principalement sous le Non, tombant? sur les tombants. Sur les tombants. Ouais. Mais il peut en avoir aussi en bas, mais principalement sur le tombant. On est bien d'accord. OK? On va retrouver quoi? Alors, Une anémone encore. c'est un dahlia ou un truc comme ça, non? Alors, à Dahlia, c'est Anémone beaucoup plus soleil. bas. Enfin, le Dahlia, tu le trouveras limite sable roche, Oui. Là, mais dans des zones très très peu profondes. Là, c'est un piège. C'est un dent de chien, mais regardez, Une dent de il est chien. avec, Ah, il est avec ouvert. tous les tentacules sortis. Ah, ouais. Et là, je pense que c'est une petite comatule. Et ça, donc à Ouessant notamment, hein, on peut. Ah, excuse-moi, hein, je remue le couteau dans la plaie. Non, arrête de faire de la pub. Les dents de chien, voilà, on en trouve. Et puis si vous regardez derrière, on peut en voir une petite aussi sur la photo. Alors, tu es d'accord avec moi que Valérie et dents de chien, c'est pas en haut du tombant, hein, c'est plutôt Non. quand même en bas, dans les endroits quand même assez où il n'y a pas beaucoup de lumière, Exactement, comme les alcyons. tout à fait d'accord. Alors là, vous pouvez compter et voir si c'est un multiple de 8, Ouais. hein, ici. Ça, c'est l'autre alcyon qu'on a chez nous, qui est l'alcyon rouge, et là, qui est plus en forme de doigt, hein. Alors que le jaune est plutôt en forme de massue, le blanc est plutôt en forme de massue. Donc voilà ce qu'on trouve principalement. On va te retrouver ça aussi. Alors tu vas me dire qu'à Ouessant, il y en a plein, c'est ça? Mais c'est vrai, en plus. Oui. Anémone corail. Alors là, est-ce que vous savez ce que c'est là ou pas? Pas du Anémone tout. corail. Corail solitaire jaune. Solitaire. Ouais. Voilà. Et non pas colonial. Non, non. Voilà. C'est plus rare. Alors, ce solitaire-là que tu montres sur la photo, il est souvent au milieu d'une multitude d'espèces, hein. Je ne sais pas si tu es Oui. d'accord avec moi. Oui. Et quand on le trouve, c'est que généralement, on a autour des anémones, pardon, pas d'autres, mais des anémones. On va retrouver des éponges encroutantes, on va retrouver des bryozoaires. C'est souvent des paysages très riches. Ouais, et dans les tombants. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas partout. Moi, j'en ai pas vu beaucoup en Bretagne Sud. Il y en a en Bretagne Nord. Par exemple, du côté de Trébeurdin, il y en a pas mal si on va à les Triago, par exemple. Pour ceux qui ont eu la chance de plonger au Triago. Les Triago, c'est un plateau qui est en pleine mer. Et si tu veux, tu as des tombants qui quasiment effleurent la surface jusqu'à moins 30 mètres. Et l'eau est très très claire parce que c'est très au large. Et tu en as à foison. Mais il n'y en a pas partout, c'est pas on n'en voit pas souvent. J'ai plutôt l'impression que c'est une espèce qui se trouve dans des endroits qui sont plutôt riches en nourriture. Oui, riche, mais il n'aime pas les lumières, hein. Dans les endroits quand même Voilà, exactement. assez sombres. On va en trouver un peu du côté de Cassis aussi. Pardon. Comment est-ce qu'on le différencie d'une vulgaire anémone? Est-ce que regarde, tu vois comment sont les tentacules? Ouais. Hein. Déjà, il est tout jaune. Il s'appelle corail solitaire jaune. Il est tout jaune et tu vois ici l'espèce de petits trucs que tu vois, c'est toutes les glandes et cellules urticantes, toi, qui sont Les tous kinoblastes. Échinoblastes, Ah oui, d'accord. exactement. Et il est vraiment jaune pétant. Alors ici, tu dois en avoir qui doivent être fermés, toi. Voilà, on a la version polie, La version ouverte et la version fermée. ou pas. Et là, tu vois un petit qui est en train de s'ouvrir ici. On les remarque bien parce que c'est vraiment très très flashy, hein. C'est très jaune. Ah ouais, c'est très très flashy. C'est vraiment jaune. D'accord. C'est bon pour ceux qui ont une mauvaise vue. Alors ça, pareil, sous les tombants. Hein, sous les tombants ou autre, on en voit. Alors ça, c'est quoi? Un verre. Un verre, d'accord. C'est très bien. C'est un verre Un solitaire. spirographe, non? Non. Pas un spirographe. Alors regarde Pas bien sûr, la forme, tu vois, ici. Il est en 8, il y a ça, ouais. ça aussi. Il est en forme de 8. fer à cheval. Ouais. En forme de fer à cheval, oui, tout à fait. En bispire ou? C'est ça. Non, c'est pas un bispire. Non, un pas un bispire. serpule. Ah. Serpule, oui.
Alors, le serpu, et regardez, il est au milieu d'une orange. Pardon, d'une éponge orange, Une excusez-moi. Une éponge orange. En Qui est croûtante orange. qui est flou en arrière-plan. Mhm. OK? Et on Ça, voit le pareil, tube d'un autre verre en dessous. ouais, en dessous. Alors, les serpus, on va les trouver sur les tombants, vraiment, et plutôt s'il y a une petite faille ou un endroit où il y a un surplomb et des trucs comme ça. C'est dans les endroits où il aime vraiment être très, très abrité, lui. Alors ça, on en retrouvera partout chez nous. Alors ça, c'est quel endroit? Où est-ce qu'on les trouve? Dans les grottes, sur les Des surplombs? C'est Siaphil. surplombs, ouais. Tout à fait. Donc c'est vraiment un animal qui vit dans les zones vraiment où il y a très très peu de lumière. Alors, c'est-à-dire dans les zones vraiment siaphiles. Les surplombs, tu as tout à fait raison. Ou alors dans les endroits, par exemple, comme la rivière d'Etel, étant donné, vu la faible luminosité qu'il y a, on en trouve parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Regardez la photo et les premières photos que je vous ai montrées, c'était un tombant, il n'y avait pas de surplomb et il y en avait plein, quoi. Donc ça, c'est vraiment une zone complètement siaphie, c'est-à-dire pas de lumière. Tombant aussi. Ah, j'ai mis 2 fois la même. Désolé. Alors ça, on va trouver ça aussi. Là, on est un petit peu plus bas au bas du tombant, un petit peu. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors ça, vous savez ce que c'est, ça, ou pas? Oui. Les sabelles. Ouais, Ouais. les petites sabelles. Alors ça, c'est un bouquet de sabelles, ce qu'on appelle des sabelles naines, parce qu'elles sont toutes petites. Elles font à peu près 3 cm de diamètre à peu près, toi. Et c'est par bouquet. Moi, j'en ai jamais vu une seule. C'est vraiment des petits bouquets comme ça. Ouais, exactement. C'est assez rare hein, d'ailleurs de voir des naines comme ça. Oui, on n'en voit pas souvent. Tout à fait, chez nous. Ok, donc là, on descend au tombant. Donc, tombant, on va trouver aussi ça. Ah oui, des tuniciers. Oui, tout à fait. Clavine. Des clavines. Les clavines, on les voit quand même souvent sous les tombants. Alors, en bouquet plus ou moins dense en fonction de l'époque de saison ou pas. Hein. Mais elles sont fixées sur une éponge? Ouais, je crois, oui. Elles sont fixées sur une éponge. Celle-ci, elle est quand même assez atypique hein, parce que on se demande qui a colonisé l'autre. Bah ouais. Et regardez, je pense qu'il y a une fraise de mer là. Mais bon. Ouais, on voit plutôt généralement le bouquet sans cette éponge. Cette éponge, quoi. Voilà, mais c'est beau comme ça. C'est chouette, Ah ouais, c'est c'est très, mignon. très chouette. Ça fait bigoudi sur une tête. Quoi. En période de confinement, ça peut être plausible. Ou quelqu'un qui a même passé chez le coiffeur. Ça va être un petit peu plus haut, en haut du tombant. Hein. Est-ce que vous reconnaissez ça? Des balanes. Oui, alors ça, c'est une balane. Ouais, on est d'accord. Il y a des balanes. Il y a 3 trucs qui m'intéressent. Bon, les balanes, tu en as parlé, ils sont ici et tout ça. Il y a ça qui m'intéresse et ça aussi. Troc jujube. Voilà, c'est un troc jujube. Un troc jujube, donc c'est un... Un brouteur. Un brouteur. Il y a un brouteur et comme il broute des algues et là il est descendu un petit peu, il y a besoin d'une coquille très très légère pour tenir correctement sur le truc. Et ça, vous voyez ce que c'est là ou pas? Ouais. Oui. Ouais. Allez, je dois. Et on cherche. Allez, je dois. Qui sont théoriquement, alors là on va commencer à arriver en bas du tombant et les doigts ils sont vraiment tout en bas du tombant. Sur les tombants on va retrouver ça aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Mm-hmm. Il y a ici, il y a des... Alors, un trou, 2 trous. Je vous aide, il y a 2 trous. Des acidies. Des acidies. Caroline, je t'écoute. Je sais pas, des groseilles, elles sont un peu palottes, non? Non, c'est un autre fruit. Ah, c'est peut-être la... Ah oui. Les prunes, on n'est pas loin. On est... Les tomates. De Lorraine, la Lorraine, c'est clair. La courgette. C'est Mirabelle. La côte de Mirabelle. Mirabelle, oui. Et ici, il y a un autre tunicier qu'on voit souvent dans les tombants, plutôt en bas du tombant. On en voit beaucoup. Ah oui. Qui n'est pas forcément de cette couleur-là, toujours. Mais pas forcément de cette couleur-là. Il y a la couleur jaune et la couleur verte. OK? Et violette aussi. Violette aussi, oui.
C'est ce qu'on appelle un bautri. Un bautri étoilé, regardez. oui, Parce qu'il y a il y a des formes d'étoiles. Ah, il y a Alors autre là, chose qui est très intéressant sur cette photo aussi. Pardon? Il y a autre chose qui est intéressant sur cette photo aussi. Là, tu veux, là? Il y a un petit nudibranche là, ouais, blanc là. Voilà. C'est un Et- nudibranche? C'est pas étonnant puisqu'on se retrouve encore avec des bryozoaires, vous voyez, sur la gauche, là, tout ça. C'est des choses qui sont Ouais. intéressantes. Si vous cherchez des nudibranches, quand vous voyez des petites choses comme ça, c'est pas rare d'en trouver en train de les brouter. Regarde, il y a encore des briots ici. Hein. Regardez, il y a des briots Voilà. ici, il y a un peu des briots là. OK. Alors ça, on en trouve aussi sur les tombants. Donc là, un spirographe, mais vu de tout près. Voilà, un spirographe vu tout près, exactement. Et là, on voit vraiment, vous voyez, Aspire, regardez, ça s'enroule là. OK, on va descendre. Alors, le bas du tombant. Alors là, j'ai mis une photo du tombant, mais c'est pour vous embêter. Le bas du tombant. Le bas du tombant, à la limite sable roche, hein, on va voir des éboulis, des failles et des trous. OK? Donc là, la photo que j'ai prise, pourquoi? Parce que la limite le tombant était ici, et là, on commence à avoir, regardez, il y a des failles. En général, rappelez-vous, en bas du tombant, il y a quand même pas mal de failles, hein, et il y a une faune quand même assez spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver en bas du tombant, à votre avis? Alors, les bas du tombant sont caractérisés par des trous et des failles où de nombreux animaux peuvent trouver un abri. On peut trouver des gorgones, des acidies. Alors, il y a plein d'acidies en bas du tombant, des picées, des mobulas, des mirabelles, des groseilles. Dans les trous, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des homards, des congres, des crevettes, des tourteaux, des langoustes, des gobies, des éponges fesses d'éléphant, parce que les fesses d'éléphant, on n'en voit pas tellement sur les tombants, mais c'est plutôt dans les failles, dans les trous, et des tubes de fer. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ouais. Dans vos souvenirs? Ouais. Hein? Les fesses d'éléphant, moi j'en ai quasiment pas vu sur les tombants. Dans les failles, on va trouver les crevettes, les gaillatés, les ophures, les étrilles, les mostelles. Mostelles pour surtout la Méditerranée, des zoothuries, donc corps et cachets, et des blennies. Alors, à la limite sable roche, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est ce dont tu me parlais tout à l'heure, des anémones d'Aya, ok? Des éponges pinceaux, des éponges à lamelles blanches, et dans les éboulis, on va avoir trouvé tout ce qu'on n'a pas vu pour l'instant, des doigts de feu, des éponges dressées, des axinelles, des roses de mer, des éponges quillonnes, des hydraires, des poissons écriniables rupestres, des roussettes et tout ça. On y va? Allez. Allez, hop. Alors, bas du tombant, regardez ici, c'est vraiment le bas du tombant, parce que là, il commence à avoir du sable. Et on peut retrouver des gorgones. Et là, vous voyez ce que c'est, ça, ou pas? C'est un nudibranche encore, non? Non. Non. Non? Pas une acidie, c'est pas Acidie, Si, ouais. Acidie c'est verruceux. japonaise. Ouais, acidie japonaise ou acidie épicée. Et là, je pense qu'il y a un flocon pédonculé aussi. Ouais. Flocon pédonculé, on les voit pas vraiment dans les tombants, c'est plutôt en bas quand même. Alors, une autre acidie épicée, regardez. Ah Hein, oui. on voit ici 2 trous. Et ici, Il y a la plein de photo n'est pas groseilles. terrible. Hein. Et à nos fameuses mirabelles et tout ça. Ah, Mirabelle, merde. Alors, Ah, dans et les Benny. failles et trous, on va trouver Oui. nos petites bénies. On va retrouver nos fameux congres. On va retrouver nos homards. Miam, miam. Coquette. Ah, Non, Ah non, non. non. C'est Oh, c'est un glabre, un arbre rupestre, celui-là. La Pas coquette, elle a pareil. 3 taches blanches sur le dos. Ouais. Ouais. On va retrouver aussi en bas nos fameux bancs de tacos, pour ceux qui en restent. Hein, parce que je trouve qu'il en reste de moins en moins. Hein. On en parlait entre nous il y a peu de temps. Là, regardez, c'est limite sable roche. Hein. Ici, il y a le bas du tombant et là, ici. On va retrouver aussi ce genre d'acidie. Regardez, il y a un trou ici, un autre trou ici. Ouais. Voilà. Et elle est quasiment transparente, c'est ici. Avec un petit coquillage dessus. Il y en a deux autres ici, je pense aussi. Et là, il y en a aussi là aussi. Alors celle-là, vous les verrez vraiment en bas. Donc là, nos fameux mirabelles qu'on trouve en bas. En bas, on va retrouver ça aussi. Ah, des fraises, c'est ça? Non. Non. C'est des flocons. C'est un piège. Ah.
Ce sont des flocons pédonculés. Ce sont des acidies aussi, mais si tu veux, ils ont tous un petit pédoncule et tout ça. Et là, on peut retrouver des beaux bouquets. Hein. Il y en a Ouessant ou pas? Grrr. Ça, il peut y Valérie. avoir un bouquet qui forme à peu près des 20 ou 30 cm dans les endroits où il y en a beaucoup. Hein. Non, non, enfin, à Ouessant, il n'y a que des bouquets de coraux coloniaux jaunes ou, enfin, je sais pas, des choses comme ça, quoi. Parce que c'est dans une zone qui est pleine de courant. En regard, regardez, c'est plutôt en bas, on est protégé, il y a moins de courant. OK? Là, Donc, c'était le photo ça, piège parce que normalement, les flocons pédonculés, ils ont un pied, mais là, ils sont vraiment tout petits. ouais, ils sont tout petits, ouais. Ouais. Là, C'est ça que la fraise, c'était une bonne réponse, presque. donc là, la langouste, donc c'est une photo de Méditerranée, mais elle arrive de plus en plus chez nous. On les Ah trouve ouais. dans les trous. On en voit de plus en plus sur Ouais. la zone de 5K, notamment. Bah, ça tombe bien parce qu'il y en a de moins en moins en Méditerranée. Hein. N'est-ce pas, Dominique? Moi, j'avais pas vu une seule. Alors, ça, c'est quoi? Le nom a Le été dit tout à bispire, l'heure. non? C'est le Voilà. fameux bispire. Alors, bispire, que moi, je n'ai vu qu'en Bretagne Nord. Je ne pense pas qu'il existe en Bretagne Sud. Hein. Il y en a beaucoup en Bretagne Nord. Et là, c'est vraiment dans des failles, hein, dans des endroits protégés. J'ai pas dit en dessous, hein, en dessous du tombant, mais c'est vraiment dans des failles parce que eux, ils aiment pas beaucoup dans les endroits plein abrités. Si, j'en ai vu dans le golfe du Morbihan, mais il n'y en a pas beaucoup. Vraiment pas très répandu. Alors, Un dormeur dans sa caverne. ouais, exactement. Des étrilles. Des étrilles. Donc ça, Des vous êtes poils de d'accord, mer. tout ce qui est faille et tout ça, on trouvera, on les verra. En plus, c'est un accouplement. Oh, les beaux yeux bleus. Mmh. Alors, une galatée, Ouais. Sur pas une facile à éponge. photographier. Hein. Alors, les galatées, il y en a plein par chez nous, hein, mais dès qu'on met un coup de phare, un phare et tout, bah, ça se barre et c'est pas facile, quoi. Alors, sachant que les galatées, il y a celle-ci qui existe, il y a une qui est plus marron et une autre qui est encore plus brune. Il y en a plusieurs. Dans les failles, on va trouver quoi? Et en bas du tombant aussi, en dessous, Ah on oui, va retrouver les crevettes. plein de Bouquet. crevettes aussi, plein de bouquets. Qui est seule, hein. Si Pardon? elle est là, c'est qui est rarement toute seule. Ouais. Ben, je lui ai demandé de poser pour la photo. Bon. Alors, ça, c'est quoi? On en a parlé tout à l'heure. Alors, des éponges doigts de quelque chose. Des éponges doigts de fer, non? Ou des éponges Tube de fer. tubes de fer. Tube de fer. Celle-ci, c'est vraiment dans les éboulis, bien planqués, voire sous les tombants quand il y a des espèces de grottes et tout ça. On en voit pas mal. C'est des éponges qu'on trouve pas comme les quillonnes hautes. Elles sont quand même assez abritées. Et des corénactis, il y avait aussi. Ouais, il y a une Il y avait des animaux Pardon. vivants aussi. Il y en a plein Ouais, derrière. il y a une Ah, corénactis ici, Il y en a il y en a une plein. ici, Ah, il y en a oui. ici, Il y en a ici. plein, ouais. Ouais, Ah ouais. Bien vu. bien vu. Ouais, mais il n'est pas Alors, très gris. ça. D'habitude, il est plus gris que ça. Ah oui, l'éponge orange de mer, non? Non. Non. Ah, ça aurait pu, vu la forme, mais il y a un autre indice. Ouais. L'orange de mer a qu'un seul orifice. Et là, tu Examen. vois, tu en as plusieurs. Quillonne. Ouais, Ah oui. c'est la quillonne. Ah oui. La quillonne qu'on voit quand même assez en bas, hein, pas vraiment au milieu du tombant. Hein. Dans le golfe du Morbihan, elle peut être assez haute, mais plutôt en bas. Mhm. OK? Donc Dominique, ça tu sais ce que c'est. Oui, c'est un mérou. Dominique, Une mostel. Oh. voilà. Ah, Alors, là, tu es du côté de Cassis, là. enfin Méditerranée, je suis Méditerranée. Qui pique à Mostel, on la trouvera. Regardez, c'est vraiment une faille. Regardez, hop, toc. Mhm. On la trouvera dans les failles, Ouais, il est toujours caché. Ouais. toujours cachée. Alors là, Parce je que la suis nuit. en bas dans les éboulis, limite sablage. Oh, Ah, des Elle est pinceaux. belle. Ah, c'est joli. Éponge pinceau. Et le corps est en dessous, en fait.
Ah, et donc voilà le dahlia, c'est ça le dahlia? Ouais, Eudalia. Alors, Ah oui. Eudalia, Ah, c'est c'est beau. vraiment très, très particulier. Lui, je l'ai toujours trouvé limite sable roche dans les patates où tu as un sec, mais peu profond. Moi, j'ai toujours trouvé dans la zone de 10 mètres ou tout ça. Donc, si Ouais, tu vois, toi, tu as t'as un sec, ou une patate, comme on dit chez nous, toi, dans 10 mètres d'eau, et tu t'écartes un petit peu, tu vas limite sable roche, tu vois. Tu vois, il est quasiment limite sable roche, tu vois, la roche qui est derrière, quoi. Mhm. Mais elle est posée sur le sable. C'est une photo du coin ou c'est une Ça, c'est photo très de Burdin. Ah oui, une belle couleur. Hein. Mm. ça peut être là où il y a des sédiments aussi. Il va Ouais, essayer de les regardez, sable gonfler. grossier, Ouais, là. ouais, Sable voilà, coquillé, sable grossier, vraiment. exact. Ouais. Mm. Alors, ça, Me. bah, c'est la troisième, Vache à enfin, lait. c'est comme celle-ci qu'on voit vraiment limite sable roche sur éponge mamelle, qu'on trouve tout en bas. Ça vous dit rien, éponge mamelle, les filles? Bon, quand même. Ah si, Non. Alors, sur le sable, qu'est-ce qu'on va trouver aussi? Ah, c'est rigolo. il est mignon. Alors, quelle famille? Vert. Un Oui, verre. c'est un Oui. ver. Mais alors, lui, la particularité, si tu veux, c'est que son tube, il le fait en prenant des grains de sable. Il fabrique son tube avec des grains de sable. De l'anis. Un anis, tout à fait. C'est quoi Oh, le nom, tu as dit? L'anis. Oui. Il y en a plein lorsque c'est marée L-A-N-I-C-E. basse Mm. du côté de Saint-Malo. D'accord. Saint-Malo, Grandville, partout. Mm. Ouais. Et il y a des endroits, ça peut être carrément faire une forêt d'anis, quoi. Ça peut être à foison. D'accord. Je savais pas. Alors, là, regardez, je suis toujours, le tombant est ici, au bas du tombant est ici. Il est toujours, Allez, je limite, dois. il commence à avoir des éboulis, limite sable roche. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? Allez, je dois. Des lèche-doigts. On va retrouver, on en a parlé tout Ah, à la l'heure rose. aussi. La rose. La rose des sables. Pardon? La rose. Ah, rose de mer, tout à fait. Ça, c'était pour faire plaisir à Dominique. Ah, donc regarde dans mon La assiette. roussette. On va retrouver des roussettes. Alors là, Oh, c'est beau. hein, regardez, ça regroupe un petit peu tout Oh ce là qu'on a là. vu un petit peu ici. Hein. Donc, on a ici donc, nos fameuses anémones. Donc, ça doit être un endroit, quand il n'y a pas de lumière, qui doit être très, très sombre. Ici, on a des éponges dressées, nos fameuses accinelles. D'autres accinelles ici. Ici, il y a quoi? Éponge carotte. C'est vrai que j'en ai pas mis, il faudra que j'en remette la prochaine fois. Des éponges carottes. Hein. Et là, regardez, ce sont des éboulis. Alors, une autre photo aussi. Hein, on peut dire que c'est un petit tombant ici. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? En gros, quand on va se déplacer dans les récifs, dans les fonds rocheux, hein, regardez, est-ce que je suis dans une zone photophile ou une zone sciaphile? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans les endroits, surtout si vous êtes en Méditerranée ou dans les récifs coralliens, foutez-vous à l'ombre. Certains, mettez-vous en plein nord, mettez-vous au nord-est, mais surtout, allez pas au sud, parce que c'est pas là que vous verrez le maximum de choses. Est-ce que j'ai du courant ou pas de courant? Si je suis plein de courant, je vais avoir des difficultés et je vais avoir une zone où il y a plein de gorgones et tout ça. Ça va pas être si facile que ça à me déplacer. Bien regarder les espèces, mais aussi habitat. Hein, quel type d'habitat? Est-ce que je suis sur un tombant? Est-ce que je suis dans des éboulis? Est-ce que je suis dans des failles? Et surtout, restez humble, parce que c'est pas si simple que ça. Est-ce que ça vous va ou pas? Absolument. Une petite question. De chercher les zones photophiles, sciaphiles, est-ce qu'il y a un autre moyen? Alors, par exemple, les anémones, les Corynactis, elles peuvent être fermées ou ouvertes. Oui. Quel est le moment que je vais choisir si je veux les voir principalement ouvertes? C'est un problème de courant, un problème de lumière? Je crois que c'est un problème de nourriture. D'accord.
Si elles ont faim, elles se La nourrissent. pâte. Honnêtement, c'est vrai que comment te répondre? C'est pas facile de te répondre. Alors, Tu vois, quand tu te promènes, tu dis oui. tiens, on va faire des photos, etc. Tu tombes sur l'endroit, tu vois tous les boutons fermés, tu te dis merde, je suis pas au bon moment. Oui. Alors, je vais dire quelque chose. Déjà, nous, on fait quand même très très peu de plongées de nuit chez nous. Mm. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas Ouais. facile à organiser une plongée de nuit et Ouais. ce sera de plus en plus compliqué à organiser parce que ça intéresse pas les clubs, parce que il faut sortir le bateau et après les mecs ils vont se payer 3 heures de gonflage. Donc les plongées de nuit, à part partir du bord et tout ça, c'est de plus en plus difficile et ça sera de plus en plus difficile à organiser chez nous. Mm. Hein. Même sur la Côte d'Azur, ça les branche pas beaucoup parce qu'en général c'est les moniteurs qui sont payés et donc le mec s'il travaille une plongée de nuit, en vrai il y a sa journée de récupération et tout ça. Donc ça veut dire que de toute manière toutes les photos qu'on peut voir ou que vous avez vues, on en voit quand même ouvertes de plein jour. Mhm. Après, te dire est-ce qu'il y a des heures particulières ou pas, je sais pas. Moi, j'ai remarqué que Valérie, je sais pas si vous avez un. moi, j'ai remarqué que quand je plonge le matin, elles sont plus ouvertes que l'après-midi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, j'aime mieux aussi plonger le matin, ouais. Ouais. Alors il y a ça, et moi j'ai pu constater qu'en fonction de la météo, quand il y avait eu par exemple des périodes assez agitées, les anémones étaient moins déployées que quand on était Ouais. je dirais, très à l'étal ou à un petit coefficient. Alors, ce que vous me dites, Dominique et Caroline, ça me conforte au sens que c'est une espèce très sciaphile, Sur la lumière. c'est-à-dire que le matin, le soleil, et si tu veux, il y a plus d'ombre. Il y a plus d'ombre le matin qu'en plein midi ou en plein après-midi. Il est plus rasant, ouais. Il est plus rasant. Donc, c'est peut-être pas étonnant qu'on en voit plus ce matin, très tôt, et à la limite plus tard le soir, à la limite à partir de 5h, 6h ou 7h, 8h. Ça serait pas étonnant. Ok. Mais maintenant, quand vous regardez, quand on va se balader, parce que c'est l'exercice qu'on va vous demander, vous, en tant que stagiaire niveau 2, c'est on va pas vous demander de savoir, on va pas vous demander de reconnaître en disant est-ce que c'est un cnidaire machin, parce que ça, on pense que vous commencez à connaître. On va pas vous demander de reconnaître toutes les espèces, parce que on n'est pas là pour former des plongeurs naturalistes. Ce qu'on va vous demander, c'est de dire, de réfléchir, tiens, je suis dans un tombeau, qu'est-ce que je vois? Tiens, je suis dans des éboulis, qu'est-ce que je vois? Plutôt de dire, réfléchir à dans quel environnement on est. Pour dire, réfléchir, tiens, qu'est-ce que je vois? Et au fur et à mesure qu'on vous allez faire des plongées comme ça, tu dis, bah, je veux regarder par exemple des Corynactis, bah, je vais aller dans un endroit où tu as des surplombs et tout ça. Je veux par exemple regarder des homards ou des homards ou des congres et tout ça, ben, je vais aller en bas du tombant où il y a des failles et tout ça. Pour qu'au fur et à mesure, vous formiez votre œil, mais aussi que vous sachiez dire où est-ce que je peux trouver, parce que. Voilà. Alors, De attention, même hein. que quand vous vous trouvez en haut, on va dire en haut d'un tombant ou d'un sec, si jamais vous voulez terminer gentiment votre plongée pour ne pas rentrer dans les paliers, vous pouvez tout à fait vous dire, bah, voilà, là, je me trouve à un endroit où, comme il y a un petit peu de courant et on est en présence d'algues, je vais peut-être pouvoir trouver des lieux qui sont en train de chasser. Donc, essayez de mettre à profit, on va dire, systématiquement l'endroit où vous trouvez pour observer d'autres choses. Sur les laminaires, sur les feuilles de laminaire, il y a toujours beaucoup de vie. Au pied des laminaires, il y a aussi des cachettes. Donc, voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est à chaque endroit où vous vous trouvez des choses différentes à voir. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut optimiser et plonger. C'est simple, on plonge chez nous à peu près à la limite 45-50 minutes. En plein été, on peut plonger un peu plus profond, un peu plus long. En Méditerranée, étant donné que l'eau est plus chaude d'été, on peut plonger plus profond. Mais on reste pas, c'est pas comme un gars qui veut observer des oiseaux, il se met au bord d'une falaise avec son sandwich et ses jumelles, il peut y rester la journée. On peut pas, nous on reste pas longtemps sous l'eau. Donc il faut optimiser sa plongée. Optimiser sa plongée, c'est-à-dire aller tout de suite dans les endroits où on sait qu'on va trouver des trucs intéressants, plutôt que les endroits où, à la limite, on va perdre notre temps.
comme dit Valérie, quand on va commencer, on va pas perdre son temps à passer un quart d'heure dans les laminaires, sachant que derrière, il y a le tombant. Il faut tout de suite aller chercher le tombant, tout de suite aller chercher les failles et les ébouillis. Et après, comme dit Valérie, on a des paillés à faire, ben on fait les paillés dans les laminaires, on fait les paillés en remontant pour pas être en zone de paillé. Et là, on commence à chercher, par rapport à ce que vous a dit Caroline, donc au pied des laminaires pour chercher les autres espèces. Donc le but, ce qu'on veut, c'est que vous appreniez à regarder un petit peu autour de vous, pas dire ben, je plonge, je descends, je pars main gauche au tombant, je reviens main droite. C'est pas ce qu'on voudrait que vous reteniez un petit peu d'abio, un peu plus. Alors je sais pas si j'étais clair ou si voilà ce qu'on voulait vous faire. Alors j'ai commencé à préparer un document, un texte que je vais vous envoyer en support de cours. Il fait à peu près 60 pages. Dans ce document, il y a des trucs que je n'ai pas abordés. Si vous voyez, je vais remonter au départ. Il n'y a que du texte, il n'y a pas de photos. Hein? Non, il y a des photos, il y a plein de photos. Ah, Mais ce que vous voulez, là c'est pour un l'instant, PDF alors. j'ai pas parlé des récifs d'Hermel, on n'en a pas parlé. Les mangroves, on n'en a pas parlé non plus. Les strands rocheux, on n'en a pas parlé. Hein. Donc, dans le document que je vais vous donner, ça parle un peu des récifs d'Hermel, parle un petit peu des mangroves, ça parle un petit peu des différents habitats qu'on n'a pas le temps de voir ici. Je pense que l'année prochaine, on fera 3 cours sur les habitats. Maintenant qu'on commence à être un petit peu rodé. Fred, est-ce que tu pourrais me l'envoyer le fichier? Moi, ce que je fais d'habitude, j'ai un Dropbox sur lequel je mets tous les cours qu'on a eus et Pas de souci. tous les élèves ont le lien. Non? Pas de souci. D'accord, très bien. Merci. On peut pas. Vous avez encore 10 minutes ou pas? Toute la nuit. Toute la nuit. Il y Mais a des non, gens qui travaillent. Ah il non, y en a bon. qui travaillent. Hein. Moi aussi. Ah. Par rapport à ça, le corail-hygiène. Le corail-hygiène, comme je vous l'ai parlé, c'est un petit peu comme les récifs coralliens. Ce sont des fonds rocheux, mais qui sont biogéniques. Pardon. Ce sont des fonds rocheux qui existent uniquement en Méditerranée. En général, c'est assez profond. Hein. C'est à partir de 40 mètres à 60 mètres, mais ça peut être à 30 mètres dans les endroits qui sont très très habités et très très sombres. Contrairement aux récifs coralliens qui sont construits par des coraux, le corail-hygiène, c'est un substrat dur qui est construit par des algues calcifiées. Et c'est un empilement d'algues calcifiées et c'est combattu par des éponges perforantes et d'autres bestiaux qui détruisent ce qu'on fait les algues calcifiées. Et donc c'est un enchevêtrement de petites failles, des petites failles grands comme le poing ou l'avant-bras, hein, et c'est truffé comme un gruyère parce que ça fait des milliers d'années que c'est construit. Et c'est un milieu qui est très très particulier parce que on va voir énormément de choses, mais c'est pas facile d'accès parce que comme je vous l'ai dit, c'est dehors de 40-60 mètres, voire plus, donc on attaque tout de suite dans la zone des paillets. Donc ça, vous regarderez sur internet, il y a pas mal de trucs là-dessus, mais c'est pas facile à décrire, mais c'est un milieu qui est construit par des algues calcaires. C'est-à-dire que des algues, comme en Méditerranée et beaucoup plus claires, ce sont des algues calcaires, encroutantes, donc dures, des algues dures, encroutantes, qui se développent jusqu'à 60-70 mètres. Et qui construisent comme ça, qui se mettent sur la roche, donc des empilements qui sont attaqués par des éponges perforantes, des coquillages qui creusent, et donc tout ça, ça fait un gruyère. Et c'est ce qu'on appelle le corail-hygiène, qui n'existe qu'en Méditerranée. Hein. Ah d'accord, que Méditerranée. Et on a aussi par ici des algues calcaires. Oui, il y en a, tout à fait. Et donc ça s'appelle comment alors ce milieu-là? Alors, tu veux parler du merle ou pas? Ouais, par exemple, ouais. Ah alors, bah oui, c'est le merle. Bah oui, ouais. Comment ils sentent?
Alors, le merle, la particularité du merle, c'est que c'est une algue qui n'est pas fixée. Donc, c'est bien une algue calcaire hein, qui ressemble un peu à du faux corail ou à du corail rouge, si tu veux, mais c'est une algue qui n'est absolument pas fixée. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'on la voit toujours en forme. Oui, on a l'impression que c'est Forme de du. granulé, ouais, ça miette, ressemble à quoi. des grands granulés. Ouais. Ouais. Et D'accord. donc, si tu veux, j'en parle dans le petit truc, j'en parle aussi. Alors, c'est vraiment la particularité, c'est que si tu veux, il y a des gisements de merle. Si tu veux, le problème, comme c'est une algue calcaire, ça pousse beaucoup moins vite qu'une algue que tu connais, que tu as décrit et aminaires, hein, qui peuvent pousser certaines grandes aminaires, on avait vu, qui peuvent pousser 1 mètre par jour. Là, si tu veux, le merle, ça pousse très très lentement. Donc, il y a qui ont peut-être 1000, ils pensent 1000, 2000 ou 3000 ans. Ah Le oui. problème, si tu veux, c'est qu'il y a uniquement que la couche superficielle qui est vivante. La couche de merle en dessous, si tu veux, parce que c'est un empilement de merle, est morte parce qu'il n'y a pas de lumière. D'accord. Donc, tu vois, c'est espèces de granulés qui sont durs, qui poussent là, qui effleurent la surface. Donc, on a l'impression que c'est un désert, mais il y a plein de, ça fait quand même comme un habitat très très particulier. On en voit au plateau du Four. Il y en a du côté de le fort du Taureau et tout ça. Comment on appelle ça là? Ah mince, Bretagne Nord. Oui, oui, oui. On y Ah. était. Oh zut. Après Morlaix, Non, mais je ne connais que ça, Plouganou. voilà, Plouganou et tout ça. Dans ce coin-là, il y a aussi des bancs de merle. Alors, les bancs de Ouais. merle ont été énormément, entre guillemets, pillés pour amender les terres. Mm, mm. Ouais, donc maintenant, on les retrouve dans les gélules pour recalcifier. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc ça, j'en parle dans le document. Ouais, Donc ne ce l'achetez pas. document, il est terminé. Donc Dominique, je te l'envoie cette semaine. D'accord? Très bien. Ah ouais, très bien. Super. Est-ce que ça vous retrouvez à peu près vos petits ou pas? Ouais. Ouais, Ouais. très très bien. Merci Fred. Ah ouais. Donc Merci, vous Fred. relisez ça à tête reposée. Je vous ai mis pas mal de photos. Le document, il doit faire 60 pages. Donc, si soit vous voulez protéger la planète, vous l'imprimez ou vous l'imprimez pas. Hein, vous êtes assez grand pour gérer tout ça. Hein. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours sur les habitats? Hein? Non, c'était bien. Non? C'est clair? Vachement bien. Ouais. C'est bien. Est-ce que vous voyez à peu près maintenant ce qu'on va vous demander quand on va plonger? Ouais. Aïe. Donc, alors, on a commencé à faire des plaquettes, si vous voulez. On aura des plaquettes immergeables. On notera les espèces et on notera à côté dans quel habitat on l'a trouvé. Est-ce que c'était un tombant, un sec? Est-ce que c'était des éboulis? Est-ce que c'était des grottes, des surplombs et ainsi de suite. Pour qu'au fur et à mesure, vous familiarisez hein, à réfléchir à ce que l'on voit. Mais bon, c'est sûr, je vous l'accorde, c'est pas si simple que ça. Si j'ai pas de questions, bon, on va tous raccrocher. Bon, sinon vous allez tous bien.